Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. On commence une série d'été avec l'épisode 81. Mademoiselle, madame, monsieur, bonjour. Merci de vous asseoir à notre table pour parler cuisine avec nous. Au micro, c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes. J'ai arrêté de dire le grand expert international parce que ça le gêne beaucoup. Oui, et que ce n'est pas du tout le cas, donc voilà. Alors, j'ai eu un contact en fait avec des personnes justement autour du podcast pour préparer les épisodes suivants. Et il y en a qui sont là, mais vous êtes qui exactement? Alors, je dis, mais écoute, à nous deux, on est bac plus 24. Donc, je suis autant expert que toi. Je te reprends tout de suite. Moi, je suis bac plus 22 tout seul. Ah merde. Ouais. Ah oui. Pardon. Donc, on est bac plus 29. Désolé. Je me suis trompé de 5. Ah, voilà. Voilà, aujourd'hui, comme dit dans l'introduction, on va commencer une série d'été. Parce que l'été est arrivé un petit peu en avance chez nous en Europe. Ceux qui sont en Belgique, en France, en Angleterre, comme moi, ont pu se rendre compte qu'au mois d'avril, on a eu une petite vague de chaleur un petit peu plus poussée que d'habitude. On a sorti les vêtements d'été un peu trop tôt. La semaine suivante, on était bon pour reprendre les vêtements d'hiver. Mais quelle que soit la saison dans laquelle on se retrouve avec une vague de chaleur en Europe, qu'est-ce qu'on fait? On sort les barbecues. En tout cas, ici, dans le pays où j'habite, il n'y a pas fallu 2 jours de beau temps pour qu'on commence à voir les volutes de fumée sortir des jardins. Parce que quand il fait beau, les gens sortent. Et on aime bien aller manger dehors. On aime bien aller pique-niquer. C'est toujours un grand plaisir avec les enfants d'empaqueter quelques sandwichs, d'empaqueter quelques salades froides, quelques victuailles dans un panier et puis d'aller étendre une couverture au milieu d'un parc. Voilà, au bord du lac, il y a des endroits magnifiques. La nature on a toujours cet attrait de la nature, même si on est beau être des citadins. Je vois par exemple à Londres, vous avez dès qu'il y a un petit rayon de soleil, tout le monde sort dans les parcs pour aller déjeuner. Et c'est toujours le grand plaisir de l'été, la saison des barbecues. J'aime beaucoup les barbecues. La raison pour laquelle j'ai un peu de réticence à en faire, c'est que ça demande pour moi beaucoup de travail. Il faut sortir le barbecue, il faut allumer le charbon parce que j'ai des membres de ma famille qui sont des grands adeptes du barbecue électrique, mais ça c'est quelque chose que j'aime pas trop. Si on veut faire une grillade, on la fait sur le feu, enfin sur le réchaud à l'intérieur. Donc moi j'aime bien le barbecue qui sent le bois, le barbecue il faut l'allumer, il faut qu'il arrive à bonne température et puis après, je veux dire, le plus agréable là-dedans, c'est quand même de nettoyer la grille du barbecue, n'est-ce pas Guy? Ah ben moi je n'en fais pas des barbecues, donc ça résout tous les problèmes. Alors, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps dans ce podcast, presque depuis le début, et j'avais du mal comme ça à convaincre Guy. Pourquoi Guy? Eh bien, je n'aime pas les barbecues pour toute une série de raisons que je vais vous expliquer maintenant. Alors entendons-nous. Ce n'est pas le barbecue en tant que tel que je n'aime pas, mais c'est plutôt la manière dont on le pratique généralement. Et j'ai comme ça toute une série de souvenirs de barbecue, généralement sur les barbecues où je me rends parce que je suis invité. Et c'est toujours la même chose. Et c'est ce que je n'aime pas, c'est cette uniformité depuis à peu près 25 ou 30 ans maintenant qu'on trouve dans tous les barbecues, en tout cas chez nous. Et moi, je suis d'abord un cuisinier, bien sûr, ça vous le savez. Et je préfère finalement plutôt, je dirais, la simplicité organisée ou alors la complexité organisée, mais pas du n'importe quoi. En fait, le barbecue, tel qu'on le connaît chez nous, ici en Belgique en tout cas, reprend toujours les mêmes schémas. Alors bon, on va un petit peu expliquer. C'est plutôt ici un petit peu une émission un petit peu ironique dont on va parler. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un barbecue? Généralement, on est invité chez quelqu'un. Et alors on sait que c'est en plein air, donc on a je dirais une tenue estivale sans pour autant être débraillé. On arrive, on amène quelque chose, il y a déjà des gens, alors vous arrivez dans un jardin, vous voyez au loin, quelque part dans le terrain, vous voyez le barbecue, parfois c'est sur la terrasse qu'il est installé. Et alors il y a déjà autour 2-3 personnes qui savent faire et qui discutent. Alors quelquefois le barbecue est déjà allumé, mais c'est pas toujours le cas. Parfois on est en train péniblement d'essayer de l'allumer, surtout quand le barbecue vient de sortir pour la première fois et qu'on a perdu un petit peu les bonnes habitudes. Dans le meilleur des cas, vous arrivez, on vous propose un apéritif.
Alors, à l'apéritif, qu'est-ce que c'est? Je dirais que 9 fois sur 10, c'est une éternelle sangria. Mais alors, attention, il y a sangria et sangria. Il y a la belle sangria authentique, dont il existe toute une série de déclinaisons, et j'essaierai de vous en donner une, pourquoi pas. Et puis, il y a la sangria qu'on achète bêtement dans le commerce. On la trouve maintenant même je dirais quasiment dans des cubiténaires, dans des fûts, pour l'été. Elle est faite à base d'un mauvais vin rouge qui n'a quasiment pas de goût, qu'on a étendu avec de l'eau et du sucre, qu'on a aromatisé plus ou moins naturellement, mais je pourrais même dire plus ou moins artificiellement. Et alors, au lieu de mettre parfois des fruits corrects dedans, qu'est-ce qu'on fait? On met de la macédoine de fruits. Alors, quand c'est de la macédoine de fruits surgelée, ça peut encore passer. Quand c'est de la macédoine de fruits en boîte, bonjour, les dégâts, c'est quand même pas très génial. Et puis, vous avez la sangria. Alors, certains jugent utile de rajouter de l'alcool dedans. Donc, on vous remet du Cointreau, on vous remet du Grand Marnier. J'ai un perfide ami, oui, tout à fait. J'ai un perfide ami que j'estime beaucoup, mais qui rajoute dans son bocal à sangria de l'alcool pur, d'alcool à 95 degrés. Wow. Vous ne le sentez pas, mais je vous dis pas quand le soleil tape et que vous avez bu 2-3 verres, vous êtes bon à mettre au lit tellement l'apéritif est corsé. Mais surtout que l'alcool, ça coupe l'appétit, non? C'est-à-dire que l'alcool, ça donne soif d'une part, donc forcément, couper l'appétit, ça dépend combien vous en buvez, mais c'est vrai que comme il y a du sucre, vous avez le problème, c'est que vous avez une poussée de sucre et puis une descente de sucre. En plus, l'alcool, c'est quand même 7 calories au gramme, et alors vous ne vous rendez pas compte que vous avez bu 3 grands verres de sangria. Et finalement, si vous buvez après, disons, comme il fait chaud, l'équivalent d'un demi-litre ou 3/4 de litre de rosé, vous ne savez pas terminer la journée dans de bonnes conditions. J'en parle d'expérience parce que j'ai déjà fait cette traître expérience-là. Donc, on va essayer de donner quelques idées d'apéritifs, je dirais, qui sortent un petit peu, disons, des sentiers battus du bol de sangria traditionnel. Et puis après, qu'est-ce qu'on met généralement pour accompagner ce barbecue? On vous met des petits pots avec plein de choses. Alors des choses qui sont bien sûr des tentations sur pied. Je vais commencer à parler des chips, surtout les chips au paprika qui sont extrêmement prisés. On vous met des biscuits salés de toutes les sortes. On vous met des olives, on vous met des cacahuètes, on vous met des mélanges de noix. Ou des mélanges de noix. Et puis on vous met également, par exemple, des anchois, des poissons marinés, des trucs qu'on achète directement dans le commerce. Et alors finalement, on mange déjà très salé, ça c'est une première chose. Et puis on se bourre, si je puis dire, l'estomac. On se gave. On se gave, on se bourre l'estomac avant de commencer réellement à manger. Alors ça c'est déjà des points négatifs. On pourrait remplacer tout ça par peut-être moins de choses, mais des choses plus agréables. Alors évidemment, les gosses, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent dans tous les sens, il faut crier dessus parce que ils menacent éventuellement de faire tomber le barbecue sur eux-mêmes. Ils mangent toutes ces crasses-là. Au moment de manger, évidemment, ils n'ont plus faim. Et puis après, on assiste aux péripéties d'allumage du barbecue. Alors, dans le meilleur des cas, tout est prévu. L'officiant, qui est généralement le père de famille, s'il est un adepte de la chose, il sait comment faire, mais c'est pas toujours le cas. Donc parfois, il faut très très longtemps. Et alors, comme on n'est pas toujours très prévoyant, on allume le barbecue pendant l'apéritif. Et alors, on oublie une très 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 grande règle. D'abord, un barbecue, ça se fait avec des combustibles appropriés, soit du charbon de bois spécial barbecue qui a été, je dirais, traité de manière à ne pas dégager de gaz, disons, toxiques ou de produits toxiques, ou bien des galettes de coco compressées. Enfin, il y a toute une série de choses qui sont des choses appropriées. Bon, j'ai déjà vu des barbecues qu'on allumait, qu'on réalisait avec des vieux bouts de châssis. Donc, je vous dis pas, quand on a mis du vernis et des couches de couleur qui ont parfois 30 ou 40 ans. Et de la bonne peinture au plomb, là. Ah oui, ce que ça peut donner. Donc, attention, on voit n'importe quoi. De même, on ne doit pas prendre non plus, même si c'est du bois naturel, des résineux. Pourquoi? Parce que les résineux contiennent donc une sève qui est chargée en térébenthine et toute une série du bois d'if, de par substances. exemple. Ah, ou du bois d'if, certainement. Pas d'ailleurs, le bois d'if est un des très grands toxiques, je dirais même sec. D'ailleurs, il était connu, les archers anglais avaient leurs arcs qui étaient faits avec du bois d'if. Alors, on a planté des ifs comme ça un petit peu partout au Moyen-Âge pour faire justement les arcs. C'était des arcs extraordinaires qui tiraient avec une souplesse incroyable. Mais le travail du bois lui-même, lorsqu'on doit le scier, le raboter, etc., dégage des poussières qui sont toxiques, il faut savoir ça. Donc bref, évidemment, on ne met pas d'olive pour faire son barbecue.
Alors, une fois que le barbecue est en route, évidemment, comme on a pris du retard, bien souvent, on commence à mettre la viande dessus. Bon, Alors qu'il n'est pas évidemment, complètement chaud, il n'est pas à point. alors Quoi. qu'il n'est pas complet. C'est-à-dire qu'un barbecue doit être fait sur un combustible qui est déjà retombé. Alors, quand est-ce qu'on voit qu'il est retombé? Le bois ou le charbon de bois doit avoir été brûlé et doit commencer à se couvrir d'une fine pellicule de cendre blanche, comme ça, un petit peu dufteuse. Et à ce moment-là, il est toujours chaud, donc il va rayonner en infrarouge, mais il y a nettement moins de risques qu'il se réenflamme. Hein, c'est aussi la raison pour laquelle les viandes qu'on met sur un barbecue ne doivent pas être trop huilées, sinon l'huile tombe dans le bac qui est en dessous et rallume des flammes. Et alors? Eh bien, il ne faut jamais mettre une viande à cuire sur une grille en dessous de laquelle il y a des flammes. Pourtant, c'est une pratique très courante chez les Américains, ce qu'on appelle du flame grilled. Oui. Or, la flamme est un gaz brûlant, comme vous le savez, mais qui dégage des suies, et ces suies vont incontestablement se mettre sur la viande, hein, donc sa surface est exposée. C'est ça qui donne le goût, mais ça qui fait aussi que lorsque vous consommez un barbecue, je dirais, admettons, par jour, c'est exactement comme si vous fumiez l'équivalent d'un paquet de cigarettes. Alors, bon. Tu veux dire qu'il y a des dioxines et des goudrons? Il y a toute une série de goudrons, etc., et qui représentent l'équivalent d'un paquet de cigarettes par barbecue. Et ce, quand le barbecue est correctement, je dirais, opéré. Alors, il ne faut pas demander si le barbecue n'est pas correctement opéré et que vous avez les flammes qui lèchent la viande. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est une première chose. Il faut vraiment lire un petit peu ce qu'on dit autour du barbecue pour le faire correctement. Maintenant, libre à chacun de s'empoisonner, ça c'est pas un problème non plus. Hein. Maintenant, au niveau des viandes, alors qu'est-ce qui se passe? Généralement, l'apéritif d'un barbecue, il se prolonge. Hein. On prend rarement, je dirais dans un repas normal, l'apéritif. Je ne parle pas d'une réception, une soirée ou un vernissage. Je parle, disons, d'apéritif dans le cadre d'un menu quand on reçoit chez soi. Et qu'on se met à table, généralement l'apéritif il dure une demi-heure. Hein. Ce n'est que pour les réveillons de Noël et des fêtes de fin d'année qu'on fait durer l'apéritif. Une demi-heure mais sinon, avant principe... qu'on fasse démarrer le feu. Et après, comme ça ne prend pas tout de suite, qu'il n'y a plus de sangria, on commence à ouvrir le rosé. Oui, c'est ça. Mais je veux dire que quand on mange à table chez soi hors barbecue, l'apéritif dure une demi-heure maximum. C'est en tout cas la norme. Hein. C'est la demi-heure. Par contre, lorsqu'on fait un barbecue, parfois ça peut durer 1h30, 2 heures. Hein. Oui. On est reçu, admettons, pour midi et on commence seulement à envisager de mettre la viande à cuire à 2 heures. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la viande? Eh bien, pendant ce temps-là, évidemment, elle a traîné dehors. Alors, elle a traîné dehors. Quand elle est encore emballée, tout va bien, ou tout va, disons, à peu près. C'est pas toujours le cas. Parce qu'évidemment, on a retiré la viande et on l'a déjà mise sur des plateaux ou sur des plats de service. On l'a fait mariner. Ou on la fait mariner, ou on l'achète marinée. Mais quelquefois, on a simplement, pour éviter que le papier ou l'emballage, hein, quand c'est encore chez un boucher traditionnel, on emballe encore la viande avec du papier muni d'une fine feuille de plastique. Pour éviter que la viande ne rentre tout son jus dans le papier, on la met déjà tout simplement sur des plats ou dans des bacs. Bon, et on amène ces bacs, généralement on les amène déjà à midi. Hein, chose qu'il ne faut pas faire, bien entendu. Pourquoi? Parce que la viande va être exposée comme ça au soleil. Si c'est une viande entière de type blanc de volaille, si c'est une viande comme du steak, c'est pas encore trop dangereux. Par contre, quand il s'agit de viande moulue, des petits hamburgers, des saucisses, et alors surtout, ce qui est vraiment très très à la mode et que j'aurais du mal à consommer pour des raisons, je dirais tout simplement sanitaires, ce sont les saucisses de volaille. Alors je sais que je vais faire grand tort à tous les bouchers ou à toutes les sociétés qui préparent des saucisses de volaille, mais bon, moi j'en ai discuté avec mon boucher il y a quelque temps. Et il m'avait dit, écoutez, évitez de consommer ce genre de choses, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans les saucisses de volaille, pour que ce soit moelleux, on est obligé de mettre du gras. Et le gras, qu'est-ce que c'est? C'est du gras de volaille. Et où est-ce qu'on trouve le gras de volaille, Marc? Sous la peau. Sous la peau et dans la peau. Alors c'est aussi un moyen pour les bouchers et les sociétés, disons, de l'agroalimentaire, de vendre à prix fort un produit qui normalement ne se vend pas. Bon, de la peau de poule, de la peau de poulet, sauf quand on vend le poulet entier, évidemment, mais de la peau de poulet toute seule, ça ne se vend pas. Poulet, donc, du gras de poulet, on va le vendre au prix de la saucisse. C'est bien. Donc, oui, c'est très bien. Bon, d'un point de vue rentabilité, c'est très bien. D'un point de vue sanitaire, ça l'est un petit peu moins. Pourquoi? Parce que j'ai déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois. La viande, normalement, c'est un produit qui est très sain, sauf s'il y a une contamination particulière, mais c'est un produit qui est très sain. Pourquoi? Parce que la viande, elle forme un bloc assez compact. Donc un morceau de bœuf, un rôti de bœuf, même un blanc de volaille, s'il n'y a pas eu de contamination extérieure, l'intérieur de la viande et la viande en elle-même, même extérieurement, elle est très saine s'il n'y a pas la peau.
Mais quand il y a la peau, surtout sur les volailles, qu'est-ce qui se passe? Sur les volailles, il y a de la salmonelle à l'état naturel. Ce n'est pas que la bête est malade, c'est que la salmonelle est une bactérie qui prolifère, qui s'installe, je dirais avec beaucoup de plaisir, sur la peau des volatiles. Donc, je rappelle un petit peu comme ça, quand nos grands-mères tuaient encore leur poule elle-même, ou leur coq, ou leur poulet, moi je demandais à ma grand-mère, puisqu'elle le faisait, elle saignait la bête, et puis mon grand-père plumait la bestiole, et puis après elle la vidait, et puis je la voyais passer la bête, je dirais entière, sur la flamme de sa gazinière, de sa cuisinière. Et je pensais, parce qu'on m'avait expliqué ça comme ça, que c'était pour enlever les tout petits poils qui se trouvent sur la peau. Oui. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà regardé un poulet qu'on vient de tuer, il y a non seulement les plumes qu'on a bien sûr enlevées, alors il y a toute une série de tout petits poils, comme des cheveux, très très fins, même plus fins que des cheveux, et on me disait que c'était pour enlever en réalité les petits poils en question, parce qu'ils roussissent immédiatement. Oui, évidemment, la flamme va les enlever, mais surtout, c'est que le fait d'exposer à une flamme de 500, 600, 700 degrés la peau, très rapidement, ça tuait l'essentiel des bactéries. Des salmonelles. Et des fameuses salmonelles. Et ça, je ne suis pas certain, bien sûr, quand il y a l'abattage traditionnel en abattoir de volaille. À un moment donné, la bête passe comme ça au contact de chalumeaux, de becs de gaz, qui sont censés faire la même chose. Mais je ne suis pas certain que c'est fait qu'autant de minutie que la ménagère le faisait anciennement. Donc, naturellement, la peau des poulets, la peau des canards, la peau des oies, la peau des dindes est quand même toujours encore chargée de salmonelles. Et ces salmonelles, elles passent évidemment, je dirais, dans les saucisses. Alors, en temps normal, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Par contre, si vous laissez la viande comme ça pendant 1 heure ou 2 au soleil, eh bien, vous risquez d'avoir des accidents. Donc, on va seulement commencer à cuire la viande. On a le même problème parce qu'il y a un truc très avec les petits pilons de poulet, les petits ailerons de poulet marinés qui sont aussi très demandés pendant les barbecues parce que la viande de poulet ça se cuit facilement. Mais il y a une différence, c'est que quand vous cuisez les ailerons de volaille, comme vous dites, vous les exposez directement à la flamme, à la surface de leur peau. Par contre, quand la viande est moulue dans une saucisse, vous ne cuisez pas la saucisse à la même température à cœur. Oui. Elle reste toujours à 60-65 degrés maximum à cœur, éventuellement 70 ou 75. Mais la peau qui est à l'intérieur de la saucisse n'est pas exposée directement au feu, contrairement au pilon que vous mettez sur le grill. Donc, il y a, disons, nettement moins de danger avec les pilons et les ailerons qu'avec une saucisse de volaille qui, elle, ne cuit pas à cœur de la même manière. Alors, c'est comme ça qu'évidemment, on a des gens qui sont dérangés après. Parce que c'est pas totalement cuit. C'est-à-dire que ça peut être cuit, mais la température n'est pas toujours suffisante, en fait. Parce que le problème que j'ai souvent eu avec le barbecue, c'est qu'on met le poulet comme ça directement sur le barbecue qui est brûlant. Donc, on a l'extérieur qui brûle et l'intérieur est encore cuit, encore cru. Exactement, ça c'est le problème. C'est le problème du barbecue quand on n'est pas habitué à en faire. C'est qu'on ne sait pas, je dirais, ménager la cuisson correctement. Donc on a effectivement une carbonisation extérieure de la viande, donc une caramélisation. Mais ne nous y trompons pas. Caramélisation et carbonisation, c'est la même chose. C'est simplement le degré d'intensité qui est différent. Une caramélisation est déjà, entre guillemets, relativement toxique si elle est trop poussée. Donc, on met la viande à un endroit où il fait trop chaud, parce qu'évidemment, on n'a pas attendu suffisamment que les braises soient un petit peu refroidies. On a une carbonisation, une caramélisation extérieure, on dit ça va, la viande est cuite, et puis l'intérieur ne l'est pas suffisamment. Et dans le cas d'une viande, je dirais, de bloc, c'est-à-dire blanc de volaille ou steak, il n'y a pas de problème, mais dans le cas d'une viande moulue, ça peut entraîner des problèmes. Alors, ce que je reproche également, c'est l'assortiment qui est toujours le même. Finalement, vos hôtes, pour vous faire plaisir et pour donner un sentiment d'opulence, quand on vient au barbecue chez un tel, on ne manque jamais de rien, il y a toujours 2 fois trop, c'est ce qu'on dit. Oui. On achète, je vais vous faire un peu de descriptif de ce qu'on trouve chez nous, mais ça sûrement le même en Angleterre. On achète des steaks, on achète des côtes de porc, marinées ou pas. On achète du lard, on achète des brochettes à toutes sortes, du bœuf, de l'agneau, du poulet aux ananas, du bœuf au poivron, du porc avec des oignons, des tomates. On achète des côtes d'agneau. On achète des merguez, on achète des saucisses, on achète même éventuellement 2-3 sortes de saucisses. Des brochettes de saucisses. À la fois des brochettes de saucisses, mais alors des saucisses, je dirais, de type chipolata, et puis des saucisses de campagne. Enfin, voilà. On achète comme ça, je dirais facilement 8, 9, 10 produits
mais il n'y en a aucun qui sort finalement et qui se démarque. Alors moi, je vais vous donner comme ça, quand on parlera donc d'épisode en épisode, plutôt l'indication de faire une seule viande, une très belle viande, de faire la belle côte d'agneau, de faire une belle côte de bœuf, de faire une pièce de bœuf éventuellement, avec une recette déterminée. Pourquoi? Parce que maintenant, nous allons parler un petit peu des accompagnements. Qu'est-ce qu'on met comme accompagnement lors d'un barbecue? Le traditionnel, c'est la pomme de terre que l'on a, je dirais, fait cuire bien souvent à l'eau, qu'on a emballé dans de l'aluminium et qu'on réchauffe dans la cendre. Ça, c'est le classique. Ça, oui. C'est le grand classique. Alors, on met des salades. Alors, les salades, c'est toujours la même chose. Vous avez, je vais les citer en vrac, vous avez les carottes râpées. Quand elles sont fraîches, ça va. Sinon, on peut mettre des carottes en boîte, bien entendu. Vous avez le céleri rave râpé. Vous avez le concombre coupé en rondelles. Vous avez les tomates coupées en tranches ou en quartiers ou en rondelles. Vous avez des salades feuilles de type laitue, de type, comment dirais-je, moi, jeune pousse, etc., frisée et compagnie. Et vous avez des pâtes froides, que généralement on a accommodées avec des olives. Pourquoi des olives? Je n'en sais rien. Une vinaigrette. Et puis vous avez du riz. Oui, ou de la mayonnaise. Puis alors après ça, vous avez du riz. Et généralement, dans le riz, qu'est-ce qu'on met? On met des raisins secs, on met des raisins, on met des fruits. Bon, c'est pas mauvais pour autant. Et voilà, disons, ce que vous avez comme accompagnement. Il y a aussi parfois du taboulé, effectivement. Du taboulé on aussi maintenant... et salade de pommes de terre froides. Et des salades de pommes de terre froides. Alors, je vous donnerai une salade de pommes de terre froides, un peu composée comme ça, et que j'avais trouvé superbe à manger au bord du lac de Constance, lors d'un repas que j'ai fait il y a quelques années, et je vous donnerai la recette. Et puis, vous avez les sauces, parce qu'il faut quand même parler des sauces. Les sauces de barbecue, oui. Alors, les sauces de barbecue, là, qu'est-ce que vous avez? On en trouve des assortiments complets au supermarché, d'ailleurs, en Belgique. Oui. Vous avez des grandes marques très connues et qui font de très beaux produits, je tiens à le préciser. Ici, mon attaque, ce n'est pas d'aller contre les variétés de sauces qui sont parfois très très bonnes qualitativement. C'est plutôt, disons, du style, on se contente d'acheter le packaging complet où il y a les 6 sauces différentes. Il y en a toujours une que personne ne veut toucher. Exactement, tout en sachant exactement que dans les 6, il y en a une que personne ne touchera. Pourquoi? Parce qu'elle ne convient pas à ce que vous avez préparé. Et la sauce qui est toujours dans ce cas-là, c'est la sauce tartare. Parce que la sauce tartare est une sauce typiquement poisson. Samouraï. Ou la sauce samouraï parce qu'elle pique un peu trop. Mais ça, à mon avis, la samouraï, elle peut encore passer. Moi, la sauce que je vois qui reste constamment, c'est la sauce tartare. On ne met pas un seul produit, je dirais, de type poisson ou brochette de scampi, etc. Et on a de la sauce tartare à utiliser. Bon, une sauce tartare avec le bœuf, évidemment, ça n'a aucun sens. La sauce béarnaise, d'accord. Le problème, c'est que tout le monde va se ruer sur la béarnaise et qu'il n'y en aura plus et que la tartare, elle va rester là. Donc, il faut vraiment étudier son choix de sauce en fonction des produits qu'on va cuisiner. Alors sans compter que comme on le sait, toutes ces sauces-là sont des sauces qui ont été étudiées par l'industrie agroalimentaire pour être extrêmement flatteuses. Et qu'est-ce qu'on met dans ces sauces pour qu'elles soient flatteuses? Du sel et du sucre. On met du sel et du sucre, mais on met surtout du sucre. Bon, le sel, de toute façon, il y en a toujours aussi beaucoup trop. Alors que finalement, il vaudrait mieux se contenter de faire, je dirais, 2 ou 3 beurres soi-même, 2 ou 3 sauces soi-même, partir éventuellement d'une très bonne mayonnaise de base qu'on peut aromatiser, mais faire ça soi-même plutôt que d'acheter finalement des produits qui ne sont jamais que des ersatz. En réalité, des ersatz de sauces classiques connues. Ça n'a pas beaucoup de sens, même si c'est bon, je dois reconnaître, de servir une mayonnaise aromatisée béarnaise. Maintenant, pourquoi pas? Je vous donnerai une recette d'un beurre béarnais. Je l'ai mangé il n'y a pas longtemps à Paris avec une côte à l'os superbe. Et je vous donnerai, disons, une manière de faire une béarnaise sans jaune d'œuf. Ce sera plutôt, disons, un beurre, entre guillemets, à la béarnaise. Et puis après, le grand oublié, c'est un peu normal, c'est le fromage. Parce que le barbecue, ne s'accommode pas vraiment des fromages. Bon, prendre un plateau de fromage après un barbecue, c'est pas toujours la meilleure idée parce que généralement, on est saturé, on a mangé énormément de viande. Parfois, on mange jusqu'à des 300-400 grammes de viande par personne. Non, le coup classique, c'est que au début, on commence à cuire la viande. Donc, il y a une première fournée qui arrive. On a chacun genre une demi-saucisse. Tellement on veut que chacun y ait un petit peu. Exactement. Alors, du coup, tu commences à te gaver de salade de pâtes, de taboulé, de salade de pommes de terre. Et une fois que la viande arrive, parce qu'on a mis en trop tard, et puis bon, il faut que ça démarre, eh bien, il reste toujours plein de viande et tu as vidé tout le reste. Donc, et on n'a plus faim. Voilà, exactement. Et alors, forcément, on n'a plus faim pour le fromage.
Et alors, nous allons parler maintenant du dessert. Est-ce que vous avez un souvenir d'un dessert de barbecue, Marc? Salade de fruits? Exactement, la salade de fruits. Alors, qu'est-ce qu'on fait généralement? Eh bien, les mamans s'y sont mises le matin. On a fait de la salade de fruits avec des fruits frais. Comme on n'a pas toujours la technique pour la faire et qu'on oublie qu'il faut d'abord faire un petit sirop de sucre avec du jus de citron pour éviter que les fruits noircissent et qu'il y a en plus un ordre pour mettre les fruits dans la salade de fruits. Hein. Ah oui? Donc, on n'a pas, je dirais, respecté cet ordre. Généralement, on a déjà mis les fruits fragiles en matinée en mise en place. Donc, on a déjà mis les bananes, on a déjà mis des fraises ou des framboises. Qu'est-ce qui se passe après coup? Ben, les bananes, évidemment, elles sont devenues toutes grises, toutes brunes, toutes oxydées et toutes ramollies. Les fraises et les framboises, ben, elles ont été écrasées et torturées dans tous les sens quand on a mélangé. Donc, elles ont coloré la salade de fruits en rose, hein, et ce n'est plus bon du tout. Et alors, ben, bien souvent, autre remarque, on fait un grand bol de salade de fruits. Où est-ce qu'on va le mettre? Dans le frigo? Ah ben non, justement. Parce que dans le frigo, on a mis quoi? D'abord, ça ne passe pas. On a mis les viandes. Et surtout, qu'est-ce qu'on a mis aussi dans les frigos? Le vin? On a mis le rosé. Voilà, exactement. Donc, la salade de fruits, finalement, on se rend compte qu'on a mal travaillé et on la laisse dehors. Et là non plus, c'est pas une bonne idée. Ouais. Parce que dehors, il y a des guêpes, il y a des mouches. Hein, ça fermente. Et après, de nouveau, on est malade. Alors, parlons un petit peu des boissons maintenant. Hein. Le rosé. Alors, le rosé, ça c'est très bien. Le rosé, c'est très Provence, bien. Voilà, je trouve qu'il est très cher. Il est très cher. Il y a de très beaux rosés. Ne pas prendre que du rosé de Provence. Il y a le rosé de Côte-du-Rhône qui n'est pas loin. Hein. Alors, on peut choisir finalement. Hein. Soit on a un vin de soif, c'est-à-dire qu'on a un vin qu'on va pouvoir boire vraiment, je dirais, à loisir et en quantité industrielle. En règle générale, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prend des cubiténaires. Oui. Alors, bien souvent, les vins qu'on trouve en cubiténaire, on regarde toujours au prix, et c'est normal, hein, on doit quand même regarder à ce que ça coûte, mais il y a des prix différents, et on se dit, ben, il y a du rosé, voilà, ça ira très bien, c'est, admettons, pour 3-4 litres, c'est, je dirais, une dizaine d'euros. Et puis, on voit qu'il y a un autre cubiténaire, c'est toujours du rosé aussi, et là, c'est 17, 18 ou 20 euros. Bon, généralement, on dit, ben non, le barbecue, ça coûte déjà suffisamment cher, on se contente du moins cher qu'on trouve. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un rosé qui n'a pas de goût, qui est simplement, entre guillemets, hein, de l'eau aromatisée et colorée, parce que c'est un rosé qui est insipide, qui est banal. Il vaut peut-être mieux à ce moment-là acheter quelques bouteilles d'un rosé de qualité ou d'un autre vin de qualité, parce que personnellement, je pense qu'on peut boire très bien du vin blanc et du vin rouge traditionnel. On n'est pas obligé, parce que c'est l'été, de boire du rosé. L'avantage du rosé, c'est que c'est un vin féminin, donc il va plaire aux femmes. Oui. Et en plus, c'est un vin passe-partout. Et il se boit frais surtout. Il se boit frais, mais surtout quand on prend du rosé, il remplace à la fois le blanc et le rouge. Donc, on se dit, si on met par exemple sur le barbecue des brochettes de scampi, on n'est pas obligé d'avoir du vin blanc puisque le rosé va faire affaire. Et si on a des brochettes d'agneau, il n'y a pas de problème. Les brochettes d'agneau, ça fait un peu penser à la Provence. Le rosé, ça fait penser à la Provence. Le rosé ira bien que les brochettes d'agneau. Alors que finalement, il vaudrait peut-être mieux, c'est dire, ben, j'achète un peu de vin blanc de qualité qui accompagnera les brochettes de scampi et j'achète un peu de vin rouge de qualité qui accompagnera la viande. Enfin, ça, c'est mon principe et je n'ai rien contre le rosé, soyons clairs. Hein. Mais il faudrait peut-être réserver le rosé à des usages, je dirais, peut-être un petit peu plus particuliers. Le rosé est un vin de soif qu'on peut consommer uniquement comme boisson en tant que tel, sans pour autant manger. Comme l'apéro. Ça, c'est mon principe. Voilà. Alors, au niveau des salades de fruits, ben, on garde toujours la même salade de fruits traditionnelle, hein, où on met un petit peu ce qu'on a sous la main, alors que finalement, on peut faire des choses un tout petit peu plus particulières, plus typées, et qui seront un petit peu plus originales. Et ça, nous en reparlerons. Oui, parce que faut savoir que Guy, au tout début que je t'ai connu, j'organisais mes 30 ans. Et j'avais envie... On se connaissait déjà depuis quelques temps à ce moment-là. On se connaissait depuis quelques années et j'avais envie de faire vraiment une grosse fête, vraiment marquer l'événement parce que j'avais pas encore eu jusqu'à ce moment-là l'occasion de faire vraiment une fête comme je l'entendais et je l'avais fait parce que ça tombe mi-juin. J'avais fait un barbecue et tu m'avais aidé à faire un barbecue dont on me parle encore maintenant, c'est-à-dire plus de 10 ans après, un barbecue légendaire. Et c'est pour ça que j'avais envie de dire, mais parlons-en, parce que... Oui, il faut dire aussi qu'il y avait une fameuse dégustation de vin de l'année de ta naissance. Alors aussi, voilà. Donc pour commencer, j'avais fait comme apéro.
dégustation de vin de l'année de ma naissance. Donc je m'y étais pris quand même 6 mois à l'avance et j'avais mis des alertes sur un site de vente aux enchères bien connu pour essayer de trouver des vins de l'année de ma naissance. Et j'ai réussi quand même à en trouver, je crois que c'était 8 ou 6. Oui, il y avait, je veux dire, une petite dizaine en tout cas, pas loin de la petite dizaine. Parce qu'il faut aussi faire attention, parce que des vins de 30 ans, c'était pas garanti qu'ils aient mal tourné. Il n'y avait qu'une seule bouteille qui était mauvaise, en fait, sur l'ensemble. Il y en avait une qui était passée, pas plus. Qui était passée. Il y avait un Saint-Julien dedans qui, au débouchage, avait l'air un peu bouchonné, mais une fois qu'il s'était ventilé et qu'il avait respiré, il était divin. Non, c'était extraordinaire parce que tu étais là en plus pour commenter les vins et pour les expliquer. Les personnes qui étaient là étaient ravies. Bon, c'est vrai que j'avais fait les choses de manière un peu extravagante. C'était à l'époque où la série Friends faisait fureur. Donc, j'avais essayé de reproduire un petit peu le salon dans le jardin. Donc, j'avais sorti le tapis persan, un tapis qui traînait au fond de la cave. Et j'avais sorti le canapé. J'avais fait un salon dans le jardin, quoi. Et tu avais aussi acheté de la pelouse en rouleau pour que le jardin soit impeccable. Ah non, j'avais refait le jardin de mes parents. Oui, c'était superbe. Donc, j'avais effectivement... Je m'étais pris à l'avance. Donc, j'avais refait toute la pelouse. Et pour être certain que ce soit une pelouse qui soit impeccable, j'avais acheté en rouleau, effectivement. Et puis, il n'y avait pas de salade de fruits comme dessert, hein? Non. Alors, non. On en reparlera parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Oui. Tu avais fait des mises en bouche qui étaient... Et le gâteau, c'était un gâteau chantilly rhum raisin aussi, hein? Ah oui. Avec un petit train dessus. Voilà. Non, voilà. Tu nous avais vraiment fait plaisir et les gens étaient vraiment très contents. Et un barbecue, en fait, si on réfléchit un peu à la chose, allez, si tu peux donner un truc pour à ton avis, le barbecue idéal devrait se dérouler comment? Ah, eh bien voilà. Nous aurons bien sûr l'occasion de donner des détails dans les épisodes qui suivront, hein. D'abord un apéritif, mais un apéritif qui ne soit pas un étouffe chrétien et un tue la faim. Donc un apéritif qui est ciblé dans le temps et qui est quelque chose, disons, qui se boit facilement, qui se boit agréablement, mais qui est très léger d'un point de vue alcool. Pourquoi ? Parce que si vous mettez beaucoup d'alcool dès le début du repas, vous allez tuer le restant de votre repas. Ensuite, je ciblerai à la fois des entrées et des plats principaux. Et faire finalement, non pas du chacun fait ce qu'il veut et prend tout ce qu'il veut, mais plutôt du on suit un menu. Ça, ce serait mon principe. Par exemple, vous décidez de mettre un morceau de poisson, eh bien, vous faites soit une brochette avec des crustacés, type brochette de scampi marinée, à l'ail, provençal, tout ce que vous voulez, avec une salade spécifique, ou des coquilles Saint-Jacques, bien sûr, mais avec un accompagnement spécifique et une sauce spécifique. Voilà. Et puis après, maximum de viande. Éventuellement une viande qui plairait plus, je dirais, aux adultes, et une autre viande qui plairait peut-être un peu plus aux enfants, parce qu'évidemment, aller faire manger du T-bone aux enfants, ce n'est pas toujours ce qu'ils préfèrent. Ils préféreront peut-être un blanc de volaille ou quelque chose comme ça. Ça, il n'y a pas de problème. Ou une brochette de poulet aux ananas. Moi, je ne suis vraiment pas contre ce genre de choses, mais dire, voilà, je préfère manger 200 grammes d'une viande de belle qualité qu'en manger 400 où c'est vraiment du n'importe quoi. Hein? On peut éventuellement prévoir 2 viandes, mais à ce moment-là, on les fait selon un thème identique, pourquoi pas? Un peu façon, je dirais, argentine, brésilienne, américaine, marinée avec, je dirais, des épices orientales. On choisit vraiment ce qu'on veut, mais ne pas partir tous azimuts avec n'importe quoi et de tout. Et alors, l'accompagnement qu'on mettrait avec ces viandes doit être un accompagnement qui leur convient de manière spécifique aussi. Pourquoi faire, que sais-je moi, une salade de pommes de terre avec par exemple une viande qui est cuisinée selon une version, je dirais, asiatique. Ça n'a pas beaucoup de sens. Mettez du riz, mettez des pâtes asiatiques froides, mettez du soja, mettez des légumes qui donnent un petit peu l'impression de venir d'Orient, mettez pourquoi pas éventuellement, si c'est une viande qui est cuisinée un petit peu façon méditerranéenne de l'Est, mettez du taboulé, mettez des choses comme ça, mais ne pas partir tous azimuts avec, je dirais, 15 accompagnements différents qu'on prend finalement parce qu'ils sont là, mais qui ne s'intègrent pas à ce que vous faites. Et alors,
le dessert, un dessert, que ce soit un gâteau, que ce soit un entremets, que ce soit éventuellement autour d'un fruit, mais quelque chose qui sera un petit peu plus original que la salade de fruits traditionnelle standard où on met de la pomme, de la poire, qui, je le précise, quand c'est le début de l'été, ne sont pas du tout des fruits de saison. Pourquoi? Parce que les pommes et les poires sont des fruits d'automne, donc ce sont des fruits qui sont fatalement importés, je dirais, d'Afrique du Sud, du Chili ou d'ailleurs. Faites éventuellement une salade de fruits à partir des fruits rouges. Vous avez toute une série de fruits qui sont en pleine saison. Vous avez les groseilles, vous avez le cassis, vous avez les fraises, vous avez les framboises. Faites éventuellement tourner votre dessert autour de ce thème-là. Et alors moi, je vous donnerai le melon, bien entendu. Et alors, je vous donnerai également quelques recettes un petit peu exotiques ainsi, qui tournent autour de la pêche, de la nectarine, du brugnon, qui eux sont parfaitement des fruits de saison puisqu'on est en plein été. Je veux en profiter pour lancer un défi à Guy. Est-ce que tu pourrais me concevoir un menu, entrée, plat, fromage, dessert, où chacun des composants a un élément qui se cuit sur le barbecue? Alors, oui, il y a moyen. Il y a moyen. Maintenant, le plus difficile, ça va quand même être le potage, parce que potage doit être réalisé à l'avance et à part. Disons, mettre le liquide comme ça sur le barbecue, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais tu pourrais faire les croûtons sur le barbecue. Mais voilà, on pourrait regarder pour faire une petite garniture que l'on mettrait en accompagnement du potage. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai déjà mon idée. Hein. Oui, ok. Donc, tu déjà prépares mon ça idée. Pour un épisode? Oui. Parce que moi, j'ai hâte de voir ce que tu proposerais pour le dessert. Ah, le dessert, on avait fait un barbecue ensemble dans le Condro avec des ananas grillés. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans la recette qui était donnée par rapport au fait que ce soit au barbecue. Donc, je vais retravailler là-dessus. Et moi, le pain perdu se ferait au barbecue? Alors, le pain perdu, c'est impossible. Hein. Parce qu'on va le déposer, il va s'incruster dans les grilles, il va brûler et il va brûler. Si tu utilises une plaque trouée ou alors une grille de style passoire? Le pain perdu doit vraiment être cuit, je dirais, à la poêle dans quelque chose qui est tout à fait sans trou, sans jour, qui permette le pain ou le kramiq ou la brioche est imbibé de lait et d'œufs. Donc, elle est devenue très fragile. Elle va, si ce n'est pas dans une poêle, elle va passer au travers des grilles. Hein. Là, c'est vraiment pas possible. Les grands exclus des barbecues qui méritent peut-être un peu leur place parce qu'ils deviennent de plus en plus nombreux, ce sont les végétariens. Oui, alors on trouve toute une série de plats spécifiques pour les végétariens et les véganes, sous forme de légumes grillés, mais seulement on devra toujours faire, je dirais, la cuisson des céréales, par exemple, à part les épis de maïs, évidemment, mais la cuisson des céréales devra toujours être réalisée à part. On ne sait pas cuire du quinoa au barbecue, non, évidemment, on peut le faire à part. Mais on a et du riz non plus. Hein. Mais à tous les barbecues où j'étais, je vais dire, si on était végétarien, ça aurait été une catastrophe parce qu'à part la salade, il n'y avait quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors que, est-ce qu'il y aura moyen qu'on aborde ça aussi dans nos séries d'été, un barbecue végétarien? Oui, maintenant je vais quand même vous dire à l'avance qu'un barbecue végétarien va quand même être, je dirais, relativement, entre guillemets, selon mes principes, hein, va être un peu pauvre parce que à part prendre des tranches de légumes ou des demi-légumes et les faire griller, et encore le résultat n'est quand même pas génial. Pour les végétariens, la plus belle cuisson des légumes, c'est quand même braisé au four. Hein. Donc c'est une cuisson dans un plat légèrement graissé, avec un mouillement, disons, partiel d'un bouillon quelconque, d'origine végétale dans ce cas-ci. Et alors des herbes et des épices, alors on met ça au four, le légume va cuire dans son jus, puis le jus va s'évaporer, et le légume va être parfait, mais le réaliser sur le barbecue, ça reste quand même assez délicat. Hein. Écoute, je vais poser la question à une personne qui a une auteure d'un livre que je vais interviewer dans 2 épisodes, qui a fait un livre qui s'intitule « Cuisine pas bête pour ma planète » et qui est végétarienne, qui est devenue végétarienne pour des raisons qu'elle va nous expliquer dans cette interview, et qui a écrit un livre extraordinaire que j'ai entre les mains. Et justement, je vais lui poser la question parce que comme elle a un peu plus d'expérience sur la cuisine végétarienne, j'espère qu'elle viendra avec des idées. Donc peut-être qu'on abordera ce sujet à ce moment-là. Alors un autre point, je vais dire dont on peut discuter, c'est de dire finalement quand on fait un barbecue, pourquoi vouloir absolument tout réaliser au barbecue même? On peut très bien utiliser le barbecue uniquement. Oui, bien sûr, mais on peut très bien utiliser le barbecue uniquement comme un des modes de cuisson, mais
je dirais, ne pas négliger pour autant d'autres préparations. Pourquoi, par exemple, ne pas faire une entrée qui est une entrée froide qui ne doit absolument pas utiliser le barbecue? Je vais prendre un exemple parce que c'est quand même un plat d'été. Les jambons accompagnés de melon. Bon, ça se discute, on peut très bien accompagner de melon parce que c'est une tradition, surtout pour des jambons de type méditerranéen, mais on peut aussi très bien accompagner des jambons avec une salade appropriée qui n'est pas du tout du melon. Bon, ok. Pourquoi ne pas acheter, parce que maintenant on en trouve quand même à des prix raisonnables, un jambon correct et s'exercer à l'art de la découpe au couteau? Toute l'entrée peut être faite à base de une ou deux charcuteries de ce type-là, un jambon et pourquoi pas une autre pièce de viande froide qui se découpe également au dernier moment, et ça ce serait l'entrée. Pourquoi pas après tout? Au moins, ça ajoute un peu de spectacle. Ben oui, ça ajoute un peu de spectacle, et puis ça peut être aussi un petit défi. Il est évident que découper un jambon à l'os ou un jambon, je dirais, qui est sur griffe, ce n'est pas facile, il faut avoir un bon couteau. Mais vous pouvez très bien convaincre vos amis et vos amies qui sont là, de vous donner un coup de main et de s'exercer. Ça peut être une fameuse partie de plaisir. Vous avez intérêt, évidemment, vous, à être compétent pour le faire. C'est vous qui ferez l'entame du jambon et qui montrerez comment on fait. Mais pourquoi ne pas, je dirais, dire après à chacun de vos amis, écoutez, voilà, pendant l'apéritif, vous allez finalement venir chacun découper votre assiette de jambon et vous exercer à savoir le faire. Pourquoi pas? Ça peut aussi être une manière d'entrer en, comment dirais-je, moi, en communion avec les autres et de passer un bon moment. Souvent, l'apéritif, qu'est-ce qu'on fait? On discute de banalités, On est autour on est autour de son verre, on discute de banalités, alors que là, vous pouvez très bien dire à vos invités, voilà, vous allez venir chacun découper votre assiette. En effet. Donc, nous allons reparler de tout ça. Alors, dans cette partie estivale de notre podcast, il n'y aura pas que des choses qui tournent autour du barbecue. On va avoir également des recettes tout simplement avec des produits d'été, qui peuvent se prendre indépendamment d'un barbecue. Je pense par exemple à vous parler du potage au cresson, du potage au cerfeuil, parce que ce sont des herbes et ce sont des plantes qui sont plutôt des plantes de belle saison. Vous pouvez bien sûr les prendre et les consommer tout à fait en dehors de barbecue. On abordera aussi un peu les sandwichs. Pour le pique-nique. Pour le pique-nique. Bon, là forcément, on n'est plus autour d'un barbecue non plus. Je vais également aborder la soupe au pistou. Pourquoi? Parce que la soupe au pistou, c'est un plat qui est un plat d'été également. L'année passée, la saison dernière, c'est passé trop vite, je n'ai pas pu l'aborder. C'est un plat unique que l'on peut manger comme plat de soirée, que l'on peut évidemment prendre dehors lors des fameuses soirées d'été où le soleil se couche très tard et où on refait le monde jusqu'à 5 heures du matin. Donc, vous voyez, il n'y a pas que du barbecue en tant que repas d'été, il y a plein d'autres choses très agréables. Ok, super, j'ai hâte de voir ça. On commence dès l'épisode prochain. Alors, j'en profite pour dire qu'on va avoir une petite interlude, parce que j'ai eu 2 auteurs qui ont accepté d'être notre invité pour un épisode du podcast. Donc, 2 livres de cuisine assez originaux, qui sortent du commun, que j'ai invité, ils ont accepté. On va vous en dire plus. Donc, il y a déjà Sarah Bien-Aimée, qui est l'auteur de La cuisine pas bête pour ma planète. Et puis, il y a Claude Cara, qui a coécrit le livre Je cuisine un jour bleu, qui est un livre assez original. Et en plus, qui a le soutien de grands cuisiniers français, Bocuse d'Or, Meilleur ouvrier de France, etc. Vous en saurez plus, ce sera d'ici 2 à 3 épisodes. J'en rappelle aussi que nous serons au Salon MP3 à Paris, le samedi 2 juin 2018. Venez nous rencontrer, c'est à Paris 5e. Le site internet c'est mp chiffre 3 à Paris, P-A-R-I-S, c'est ça, .fr. Donc mp3aparis.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode sur le site. L'annonce a été faite officiellement. Vous verrez notre photo, en tout cas la mienne, sur la page. C'est 4 places Jussieu à Paris. Il faut aller s'inscrire. Les tickets sont gratuits. Et à l'heure où je vous parle, ils viennent juste d'être mis en ligne. Les tickets sont gratuits donc sur le site mp3aparis.fr. C'est le salon des créateurs de saga MP3 et de podcasts. Il y aura plein d'autres podcasteurs. J'ai hâte de les rencontrer. Et en tant qu'auditeur, pour vous remercier de votre fidélité, si vous venez nous rendre visite sur notre stand, à notre table en tout cas, nous avons un cadeau pour vous. Nous avons un petit cadeau
customisé que j'ai commandé et j'en ai déjà les premiers exemplaires. Ceux qui ont regardé le Facebook Live que j'ai présenté, c'est un ustensile de cuisine que j'ai fait marquer au nom de notre podcast et que je serai très heureux de remettre à tous les auditeurs qui viennent nous rendre visite à ce moment-là. Alors, il faut dire que ce sera un moment exceptionnel, je dirais, de communion avec nos auditeurs, et ce sera surtout un moment exceptionnel pour voir la tête que nous avons. Surtout la tienne, hein? Surtout la mienne, parce que moi, j'évite de me mettre, je dirais, en pâture sur le site. Donc, celui ou celle qui voudrait avoir le plaisir de discuter avec nous, je ne vais pas dire avec moi tout seul, puisque nous serons deux, et qui voudrait me demander tout particulièrement des astuces ou bien des recettes, je ne vais pas évidemment donner un cours de cuisine, mais néanmoins, quelqu'un qui souhaiterait avoir des éclaircissements sur quelque chose, ou qui voudrait simplement communiquer avec nous, ben, si nous sommes là, c'est un moment exceptionnel pour pouvoir le faire. Donc, venez nombreux, envahissez le lieu de la rencontre et venez nous voir, nous serons vraiment très 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 heureux de vous recevoir. Donc samedi 2 juin 2018 de 10h à 18h, heure de Paris. Il y aura des conférences aussi sur le podcast, sur les MP3, etc. Je vois que les places sont limitées à peu près, je vois qu'à l'heure actuelle, il y en a à peu près 200. Waouh, c'est pas beaucoup ça. 200 invités ou bien 200 podcasteurs? 200 places, visiteurs. 200 accès, 200 visiteurs, voilà. Wow. En tout cas, énorme, ça, hein. Oui, écoutez, si vous ne savez pas rentrer, envoyez-nous un message. Si ça se trouve, on peut se retrouver après. Et puis on ira vous dire bonjour sur le trottoir, voilà. Non, mais il n'y a pas une brasserie, un restaurant, un endroit où on peut se retrouver après. Ah, c'est possible. Voilà, si vous êtes assez nombreux à venir nous retrouver, il se peut que nous prolongeons la soirée jusqu'à ce qu'on en ait marre. Jusqu'à ce qu'on ait envie peut-être d'aller manger un bout aussi, hein. Oui, on verra. Oui. Voilà. Ah non, faut pas les manger. Si vous voulez en profiter pour nous inviter à manger, c'est l'occasion ou jamais. Ah, c'est bien aussi, voilà. Vous risquez de ne pas le regretter en plus, hein. Ça sera. Et on ne demande pas la tour d'argent non plus, attention, hein. C'est pas loin en plus, la tour d'argent. Mais j'ai quelques adresses à Paris de toute façon où nous comptons aller. Oui, voilà, tu as déjà repéré les lieux. Donc c'est. Je connais quand même pas trop mal Paris non plus. C'est dans le 5e. Moi, je connais pas assez Paris de ce côté-là, surtout, c'est un petit peu en dessous de la... C'est sur le campus de l'université. C'est en dessous de l'île Saint-Louis, en fait, oui. En dessous de l'université de l'île Saint-Louis, c'est ça. C'est au sud de l'île Saint-Louis. Métro Jussieu. Voilà. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera tout pour aujourd'hui. On va laisser les gens maintenant, hein. Donc n'oubliez pas, le 2 juin à Paris, si vous voulez nous rencontrer, et puis restez fidèles. Si vous voulez vraiment... Et puis ils peuvent toujours nous rencontrer en nous mettant un petit message sur le site aussi, hein. Voilà, donc pour rentrer en contact avec nous, les moyens, c'est l'email, questions@parlescuisines.com. Vous êtes nombreux déjà à nous l'avoir utilisé, c'est génial, merci pour ceux qui nous envoient un message. On essaye de les citer dès qu'on peut. Il y a la page Facebook, il y a le compte Twitter, il y a aussi le site internet. Vous pouvez aller sur le site. Si vous cliquez sur l'épisode du podcast et puis vous allez sur l'épisode en lui-même, vous pouvez aller déposer un commentaire en dessous. Ça fait plaisir. Vous pouvez aussi... il y a aussi le compte la chaîne YouTube et il y a aussi une page sur LinkedIn. Et je crois qu'on est aussi sur Google+. Enfin bref, c'est pas les moyens qui manquent. Si vous voulez vraiment nous faire plaisir, parlez-en autour de vous. Faites découvrir ce podcast à quelqu'un. Voilà. Vous pouvez aller laisser des 5 étoiles sur Facebook, mais je vois qu'on a déjà reçu tout plein. 14 personnes nous ont mis 5 étoiles, c'est super. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles sur iTunes, mais apparemment c'est très difficile à mettre. Les gens ne trouvent plus trop comment le faire. Ou vous pouvez tout simplement faire découvrir ce podcast à quelqu'un que vous appréciez et que vous pensez qui bénéficiera de tout ce qu'on dit. Voilà. Et donc on commence l'été sur Parler Cuisine avec une série qui va être entièrement dédiée à ça. Et ça commence aujourd'hui. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt.